En attaque pour cette présentation. Je te souhaite une bonne présentation, Christophe. Et du coup, s'il y a besoin, je suis là. Merci Jo, à tout À à tout de l'heure. suite. Donc bonjour à tous, je m'appelle Christophe Alibert, je suis diagnostiqueur immobilier depuis trop longtemps pour en parler, euh, et également référent technique et responsable technique du réseau Active Expertise que vous connaissez déjà probablement, au moins de nom et peut-être pour certains d'entre vous pour travailler avec les représentants locaux. Donc très rapidement, une présentation du réseau. À ce jour, 110 franchisés à peu près, pour 130 secteurs déployés, donc quasi France entière. Voilà, en ce qui concerne le réseau. Donc historiquement, nos deux réseaux sont effectivement très, très liés, euh, puisque les créateurs, il y a un créateur en commun sur les deux réseaux. Aujourd'hui, on se réunit quasi un an, jour pour jour, après la mise en œuvre de ce nouveau DPE qui s'est fait un petit peu dans la douleur, vous l'aurez bien compris, et vous l'avez tous, hélas, vécu, et nous en premier chef, bien évidemment. Donc, nouveau DPE et les évolutions à venir en ce qui concerne, bien évidemment, les obligations qui vont être mises face, d'une part, aux vendeurs et d'autre part, aux bailleurs également, puisque la location de logement va être très rapidement impactée aussi par les exigences de notre célèbre loi climat résilience que vous connaissez bien maintenant. Donc, un petit point sur le DPE après des débuts assez chaotiques, on peut le dire, euh, et une grosse révision, puisque pour ceux qui étaient là ou qui en ont eu conscience, suspension des DPE des maisons, enfin des biens construits en 1975. La suspension à la demande du gouvernement est intervenue le 24 ou 25 septembre 2021, où là, au bout de 3 mois, ils se sont bien rendus compte que c'était une grosse bêtise. Donc, ils ont revu l'algorithme qui a été un petit peu moins pire, qui a été validé par un arrêté du 8 octobre, un arrêté algorithme donc, et qui nous a un petit peu redistribué les cartes avec une obligation de refaire tous les DPE antérieurs à 1975, etc., etc. Donc, ça a été un petit peu fastidieux pour nous et pour vous aussi, bien évidemment. J'imagine que vous avez pris les conséquences de tout ça. Donc, aujourd'hui, on est sur un DPE qui est à peu près stabilisé, qui est à peu près fiable, qui choque encore probablement beaucoup de vos vendeurs. Alors, tout simplement, si vos vendeurs ont en main des DPE qui avaient été réalisés avant, ben, très classiquement, on aura des impacts et on aura des DPE beaucoup plus dégradés sur la nouvelle mouture du fait de deux choses. C'est que clairement, aujourd'hui, les énergies fossiles, donc à savoir le fioul et le gaz, ne sont plus tout à fait des énergies qui sont souhaitées par le législateur et par tout ce qui nous est imposé avec le Grenelle de l'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que autrefois, on était sur 3 types de consommation. Aujourd'hui, on est sur 5 types de consommation. Ça veut dire que au-delà de, au-delà du chauffage, de la production d'eau chaude sanitaire et éventuellement du rafraîchissement, qui étaient vraiment les 3 données d'entrée en termes de consommation, on y a ajouté, enfin le législateur y a ajouté et l'algorithme y a ajouté la consommation électrique liée à l'éclairage et ce qu'on appelle les auxiliaires de chauffage. Donc ça peut être une VMC par exemple, peu importe le type de la VMC, ou bien un circulateur dans un système de chauffage central, etc., etc. Donc tous ces petits, on va dire, périphériques qui sont indispensables et qui, bien évidemment, consomment de l'énergie. Donc voilà, ça, c'est la raison pour laquelle les DPE sont plutôt un peu dégradés par rapport à l'ancien modèle. Et d'autre part, on travaille aujourd'hui sur le prix des énergies au 1er janvier 2021, chose qui n'était pas faite puisque sur l'ancien DPE, on était sur des énergies de 2018. Donc clairement, vous l'aurez bien compris qu'entre-temps, ça a un tout petit peu bien augmenté. Donc, aujourd'hui, l'actu, en ce qui vous concerne, c'est celle qui va tous nous concerner très, très rapidement, hein, puisque dans 2 mois maintenant, au-delà de faire réaliser un DPE et un dossier technique dans son ensemble pour la mise en vente d'un bien, heu, pour les passoires énergétiques ou en tout cas les biens qui sont considérés comme tels, il y aura une obligation d'adjoindre un audit. Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous apporter quelques précisions sur cet audit, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, dans quel cas on doit le faire ou pas. On va parler également de certaines dates clés
dans l'échéancier, puisqu'on est quand même aujourd'hui en 2022 et que tous les projets qui sont mis en œuvre auront réellement un vrai effet significatif à partir de 2028, un deuxième step en 2034 et une finalité qu'on va voir qui se cernera à l'horizon de 2050. Donc, on va voir tout ça ensemble. En ce qui concerne, si mon slide veut bien passer, voilà. En ce qui concerne les 3 paliers, on va rapidement parler des 3 paliers. Donc, un premier palier que vous connaissez parfaitement et beaucoup mieux que moi, qui s'appelle DPE. Donc, qu'il fait réaliser le vendeur ou le propriétaire bailleur, dans quel but vendre ou louer son bien, à quel moment doit-il le faire? Bien évidemment, c'est avant la mise en vente, et ça, vous en êtes tous conscients, puisque de toute façon, un DPE non renseigné sur un mandat, vous le savez parfaitement, c'est illégal et passible d'une peine d'amende de 1 500 € par mandat non renseigné, donc ça pique un peu. De toute façon, votre réseau ne le prendra pas. Qui peut réaliser le DPE? Ça, vous le savez aussi, un diagnostiqueur. Et quelle est la durée de validité d'un DPE? 10 ans. Il y a un petit bémol sur la durée de validité, on va y revenir dans un slide. À compter du 1er septembre 2022, grande révolution, dès l'instant où on sera sur un bien qui est considéré comme une passoire énergétique, le vendeur aura l'obligation de faire réaliser un audit réglementaire. Plus exactement, un audit obligatoire. Donc, qu'il fait réaliser le vendeur ou le propriétaire bailleur, toujours le même. Dans quel but? C'est vendre ou louer avec un DPE dégradé, donc F et G. Donc, dans cette partie-là, très dégradée, qu'on appelle passoire. Ça, c'est OK pour tout le monde. On doit le faire, bien évidemment, avant la vente ou la mise en location du bien. Qui peut faire ça? Eh bien, nous. Nous, on sera habilités à faire ça. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans quelle mesure on pourra faire ça. La durée de validité de l'audit réglementaire sera de 5 ans. OK? Donc ça, c'est l'obligation. Et ensuite, pour aller au-delà de l'obligation, il y a, et il existe déjà depuis 2016, l'audit dit incitatif ou qualitatif. Donc, qu'il fait faire? Pareil, c'est le propriétaire qui est occupant ou c'est le bailleur d'un bien. Et l'objectif de l'audit, de cet audit-là, c'est d'aller décrocher des aides, de lever des aides qui sont faites soit par le département, soit par la région, soit par l'ANA, enfin, il y a tout un tas de choses, dont le C2E et MaPrimeRénov', dont vous avez très certainement entendu parler, qui sont des aides données par l'État, en fonction quelquefois des niveaux de revenus des gens, bien évidemment, mais qui permettent d'ouvrir des aides et qui vont concourir à une nette amélioration du parc d'habitat. Alors, pour rappel, l'habitation dans notre pays représente en gros, à pas grand-chose près, 30% de consommation d'énergie primaire et donc de fait 30% de d'émissions de gaz à effet de serre. Pardon. Donc voilà l'impact. On représente, rien qu'en se logeant, un tiers de toutes les dégradations de la planète, ce qui est quand même pas si mal que ça. À quel moment on fait un audit incitatif? Bien évidemment, quand on prévoit de faire des travaux de rénovation énergétique du bien. Qui fait ça? Qui fait ça? À ce jour, seuls les bureaux d'études thermiques sont habilités. OK. Et la durée de validité d'un audit incitatif sera de 10 ans, au même titre qu'un DPE. Alors, pour vous mettre tout ça un peu plus en image, on a créé une frise chronologique qui va vous donner les différentes étapes. D'accord? Donc, il y a des dates clés qu'il est impératif de retenir. F et G, vous l'aurez compris, 1er septembre 2022, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par l'audit. Dans le cadre de la location, F et G, gel des loyers à compter du 25 août 2022, c'est-à-dire qu'en cas de renouvellement, de changement de bail ou de renouvellement d'un bail, les loyers seront gelés, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus indexés en fonction de l'INSEE. Donc ça, c'est déjà pour les bailleurs un caillou dans la chaussure. À compter de 2023, les logements en G
seront interdits de location. Gros impact. À compter du 1er janvier 2025, l'audit énergétique sera obligatoire pour la transaction des logements qui seront cotés en E. La location sera interdite toujours pour les G, bien évidemment. À compter de 2028, interdiction de location des logements cotés en F. À compter de 2034, l'audit sera obligatoire pour les logements cotés en D. Interdiction de location pour les logements cotés en E. La visée de tout ça, et bien évidemment, ça va s'assortir également d'une rénovation du parc de tout ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, les locaux tertiaires, les commerces, etc., etc. L'objectif de tout ça, c'est qu'à l'horizon 2050, tous les logements soient classés en A et en B. L'idée et l'engagement qu'ont fait nos décideurs, on va dire, c'est le facteur 4, et donc c'est de réduire par 4 la consommation d'énergie primaire et de réduire par 4 la production de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc, vous voyez que le projet est ambitieux et qu'à l'échelle de l'humanité, finalement, on est à 28 ans de la deadline et que ça va très, très vite. Parce que, inutile de vous dire que le législateur était parti sur une quantification de 4 millions de logements énergivores. En réalité, il y en a 8 millions. Donc, ça va donner lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'études pour nous et beaucoup de travail pour les entreprises du bâtiment et les entreprises RGE notamment, et spécialisées dans la réno énergétique, j'entends. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot dans les années qui viennent. Voilà pour cette frise chronologique qui, je trouve, est relativement synthétique et explique à peu près bien le décor. Comment se déroule un audit? Donc ça, les quelques slides qui suivent, je vous les donne, je vous les fournis pour que vous puissiez en informer vos vendeurs, parce que c'est de ça dont on parle. Comment ça va se passer? Eh bien, dans un premier temps, vous faites réaliser un DPE comme vous avez l'habitude de le faire. Rien ne change. Sauf qu'il s'avère que le DPE donne une note dégradée. Alors, à ce moment-là, on est obligé de passer par l'audit. Donc, ça va se passer en 3 phases principales, mais ça, c'est pour nous, hein, c'est ce qui nous concerne nous, mais il faut que vous le sachiez et que vous puissiez l'expliquer, vous, à vos vendeurs. Donc, on va collecter les factures, on va collecter le DPE qui a été réalisé et éventuellement, si ça a été fait, le dossier technique complet, tous les diags. Ensuite, on va aller visiter sur site, bien évidemment. On va évaluer la performance du bâtiment, tous les schémas de déperdition et de répartition des dépenses thermiques. Et ensuite, on va checker toutes les informations sur les systèmes qui ont été mis en place. Et à partir de là, une fois qu'on a checké l'existant, on va pouvoir déposer notre rapport qui va faire ressortir plusieurs éléments. D'une part, un état initial du logement, donc ça, c'est une espèce d'état des lieux, avec une vue d'ensemble de ce logement en ce qui concerne l'enveloppe et de tous les équipements qui sont mis en place pour le réguler, produire de l'eau chaude, etc., etc. Et ensuite, on va mettre en place 2 parcours de travaux. Je vais vous les développer un petit peu plus tard. Et ensuite, on sera tenu d'y mettre des annexes et un fichier XML qui est le fichier récapitulatif, si vous voulez. Mais les annexes, notamment, ça va être pour nous l'obligation d'informer vos vendeurs des aides éventuelles qu'ils pourront mettre en œuvre, ou en tout cas que l'acquéreur pourra mettre en œuvre s'il souhaite solliciter des aides par l'ANA, par le C2E, par MaPrimeRénov', etc., etc. Voilà. Une fois que tout ça est réalisé, c'est très bien, vous vendez la maison. Il s'avère qu'une fois que la maison est vendue, l'audit réglementaire, l'audit obligatoire qui a été réalisé ne donne pas droit, et ça, il faut que les choses soient extrêmement claires, ne donne pas droit aux acquéreurs à aller décrocher des aides. S'ils veulent aller décrocher des aides dans le but de faire de la rénovation énergétique de leurs biens, ils seront obligés de refaire un audit par une entreprise qui sera RGE, on va le voir un petit peu plus loin, donc typiquement un bureau d'études thermiques qui aura des accréditations via, on va pas OPQIBI, bon, c'est une classification.
On va trop rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut que vous compreniez et le message qu'il faut que vous fassiez impérativement passer auprès de vos vendeurs, c'est que au stade 1 de l'audit réglementaire ou obligatoire, c'est une obligation, comme son nom l'indique, qui leur est faite dans le cadre de la mise en vente, et j'insiste encore une fois sur la mise en vente, hein, mais que l'acquéreur ne pourra pas décrocher de l'aide à travers ce seul document. Il faudra aller un petit peu plus loin. OK. Donc, le rapport que nous serons en mesure de vous rendre et qui accompagnera le DPE, c'est exactement ce que je vous disais. Dans le rapport final, il y aura un état des lieux initial du logement, la vue d'ensemble du logement et de ses équipements, 2 scénarios distincts de parcours de travaux, ainsi que les annexes. Donc là-dessus, on a déjà vu pas mal de points. Voilà globalement comment ça va se présenter. On part d'un DPE, ben, pas de bol, résultat F, on n'est pas bon du tout. On fait un schéma de déperdition des consommations. Donc, assez classiquement, c'est par la toiture, hein, que ça, c'est un tiers des déperditions se passe par la toiture, le plancher bas quelquefois, enfin voilà, les parois opaques verticales, bien évidemment, la ventilation est également, les portes, les fenêtres, enfin, tout ça, vous le connaissez très bien. On part d'un coût estimé du logement qui est de 4 à 5 000 € par an. Et on va parler également des conditions de ventilation. Donc là, sur ce bien-là, c'est un exemple, hein, et vous verrez sur les slides d'après que l'exemple n'est pas cohérent, mais c'est juste un cas d'école. Il ne faudra pas le prendre pour argent comptant, bien évidemment. Donc la ventilation par défaut d'étanchéité par ouverture des fenêtres, aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'acceptable dans nos logements modernes ou rénovés. OK, donc ça, c'est l'état initial, il n'y a pas de souci. Et ensuite, à partir de l'état initial, donc on va faire la vue d'ensemble avec les murs, le plancher bas, la toiture et plafond, etc., le système de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la climatisation si elle existe, le système de ventilation et éventuellement le pilotage domotique qui lui aussi fait partie des annexes. D'accord, ce qu'on appelle des auxiliaires de chauffage. OK, donc là, on a checké tout ce dont on avait besoin. Là-dessus, c'est OK. Et à partir de là, on va faire 2 scénarios distincts de travaux, soit ce qu'on appelle une rénovation en une fois, un seul bouquet de travaux. Donc, on passe d'une consommation de 4 à 5 000 € qu'on a vu tout à l'heure à une consommation annuelle de 900 €, ce qui génère une économie substantielle de 76%, pour un coût de travaux estimé de 46 800 €. Donc ça, c'est un seul bouquet de travaux. Okay, et on a un deuxième scénario où on y va en 2 steps différents, une première étape, une deuxième étape. En fonction de l'objectif qu'on se fixe, on voit très facilement que si on ne fait qu'un seul bouquet, ben, on ne gagne pas grand-chose finalement. On génère une économie de 18%. Si par contre, on fait le deuxième bouquet, on génère là-dessus une économie qui est bien plus substantielle. Alors, ceux qui sont forts en maths auront très rapidement noté que, d'un point de vue purement financier, dans cet exemple-là, qui est complètement faux, entendons-nous bien, encore une fois, c'est un cas d'école, et si on additionne les 2 bouquets de travaux, on obtient une meilleure économie pour un prix moins cher que si on le fait en une seule fois, ce qui n'est pas du tout cohérent. Bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir le scénario 1, une rénovation totale du bien, on n'y vient qu'une fois, on fait des gros travaux, et là, on va générer des économies qui sont vraiment substantielles. À partir de là, on est passé du F à un niveau C, comme vous pouvez le voir, ce qui est parfaitement acceptable sur de l'habitat ancien. OK. Jusque-là, pas d'interaction, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de questions, c'est parfait.
Il y en a juste une, ça ne concerne pas la technicité, ça concerne plutôt le slide. Tu vois, Déborah a bien travaillé, visiblement très bien travaillé, puisque Valérie demande si tu peux faire passer après. Alors, je ne sais pas de quel slide on parlait ou si tu parlais, Valérie, de tout le document entier. Est-ce que toi, dans l'absolu, après Christophe, tu vois un inconvénient à partager ton cours finalement avec les agents? Non, on le partagera. Alors, pas forcément tout de suite, mais il sera partagé et c'est vraiment l'objectif, c'est effectivement de le partager. Alors, il est possible que je fasse également une intervention. Vous devez avoir votre séminaire au mois de septembre, je pense. C'est ça, ouais, c'est fin septembre. Ouais. Voilà. Donc, il est possible que je fasse une intervention de présentation à votre séminaire de septembre. Donc, à ce moment-là, ça sera difficile de le divulguer un peu avant. Je vais voir avec Grégory si on peut, comment il veut qu'on s'organise là-dessus. Mais je vous dirai, je vous tiendrai informé. Je vous tiendrai informé, bien évidemment. Alors, OK? il y a des questions, du coup, on va faire quelques questions, il y en a plusieurs. Allez. Alors, si j'en ai une en 2050, si j'en ai une en 2050, il n'y aura que les A et B acceptés et les C pour l'interrogation. Oui, dans l'état actuel, c'est tout à fait la réponse, oui, je confirme. L'essai, que vont-ils devenir? Bon, on va pas brûler les immeubles et les maisons, rassurez-vous. Il y a probablement des choses qui vont changer d'ici là. C'est-à-dire que pour ceux qui ont eu un peu la curiosité de regarder l'ancien DPE, quoi, les DPE qu'on faisait jusqu'au 30 juin 2021, par rapport à ceux qu'on fait depuis le 1er juillet, les données ont changé. C'est pas, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le nombre de kilowatts par lettre a été modifié. Donc, ce qui laisse à penser que le législateur va encore faire bouger les lignes là-dessus et que ce qui aujourd'hui est considéré comme C, il est très probable que dans une prochaine gradation des DPE, les C deviennent des B. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais clairement, de toute façon, il y aura des solutions qui seront trouvées parce que un bien, si on a beau faire tout ce qu'on veut dessus, si on ne peut pas le faire évoluer au-delà d'un C, ben, on ne va pas le fermer et on ne va pas en faire un garage pour autant. Donc il y aura des solutions qui seront trouvées. L'idée aujourd'hui, c'est de viser haut, viser du A et du B pour inciter les acquéreurs à faire des vrais travaux qui auront un vrai impact dans un délai relativement court, parce que c'est ça, c'est clairement là la préoccupation de nos politiques et notre préoccupation à tous, c'est clairement de préserver un petit peu notre planète. Et au plus on agit vite, au plus on aura des résultats rapidement, ce qui est complètement une... J'enfonce des portes ouvertes, mais voilà. Donc non, rassurez-vous, les essais ne seront pas détruits pour autant. Les lignes vont bouger. Il y a fort à parier que d'ici 25 ans, les systèmes qu'on met en place aujourd'hui dans le cadre d'une rénovation, de toute façon, dans 25 ans, on le sait, hein, c'est à peu près une pompe à chaleur. La durée de vie, c'est 20-25 ans. Les pompes à chaleur, elles font des progrès, si ce n'est tous les jours, au moins tous les mois. Donc, il y a fort à parier que si on reste sur le système pompe à chaleur dans 25 ans, les systèmes de pompe à chaleur de 2045 seront beaucoup moins énergivores qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, mécaniquement, on va encore gagner en termes de consommation. Donc, là-dessus, pas d'inquiétude particulière. Ce qui est important, c'est d'atteindre le niveau C pour ne pas se voir opposer une interdiction de louer. C'est ça qui est très, très important, y compris au-delà de 2034. Donc, 2034, c'est demain pour un investisseur. Il faut que les choses soient claires. On est en 2022, le temps qu'il achète, qu'il fasse les travaux, qu'il commence à amortir, il sera en 2034. Donc, autant faire bien les choses dès aujourd'hui pour le sortir de ce statut, d'une part de passoire, et d'autre part de lui permettre de louer tranquillement, au moins après 2034. Après, on verra. Mais en 2040, au pire, ou en 2045, il changera un système, il améliorera un truc et il sera OK là-dessus. Donc, pas d'inquiétude particulière. Voilà Autre pour les question, questions. est-il possible d'être ABC en secteur de montagne? Alors, il est possible d'être, oui, il est tout à fait possible parce que bien évidemment, euh, les, euh, l'algorithme n'est pas du tout le même. D'abord, vous avez bien compris qu'un DPE,
il tient compte de tout un tas de paramètres en ce qui concerne le bâtiment, l'enveloppe et les systèmes du bâtiment, mais il tient également en compte l'altitude. Il est évident que si vous avez un chalet à 2000 mètres d'altitude, ses besoins en énergie ne seront pas du tout les mêmes que si vous avez une maison sur une plage. C'est évident. Donc oui, l'algorithme n'est pas le même. D'ailleurs, les tranches de DPE ne sont pas les mêmes quand on est en dessous de 400 mètres, quand on est entre 400 et 800 mètres et quand on est au-delà de 800 mètres d'altitude. Donc oui, ça sera possible. Aujourd'hui, on est même sur des pompes à chaleur. Alors, j'imagine que la question doit être posée par quelqu'un dont le secteur d'activité est en moyenne montagne ou en montagne. Il y a encore 10 ans, il y a encore même que 5 ans en arrière, on disait une pompe à chaleur. Quand je parle d'une pompe à chaleur, globalement et schématiquement, on parle d'une clim. Ça ne marchait pas parce qu'en dessous de moins 5 degrés, ça buguait, elle figeait, elle ne faisait plus rien. Aujourd'hui, on a des clims qui sont éprouvés jusqu'à moins 15 degrés. Donc ça, c'est un vrai progrès pour, pour les gens qui habitent la montagne. Et il y a fort à parier que les industriels et les bureaux d'études spécialistes sont en train de beaucoup travailler là-dessus pour nous trouver des systèmes qui résisteront à des températures encore plus basses que ça. Donc, le système de la pompe à chaleur aujourd'hui qui est très favorisé, pour autant, il ne faut pas penser que c'est la solution absolue, mais c'est en tout cas la solution de transit que le législateur et que les bureaux d'études veulent aujourd'hui favoriser, tout simplement parce que ce qu'on appelle le scope, c'est la performance de ces matériels-là est très bonne. Pour ordre d'idée, si vous avez un panneau électrique, que ce soit un panneau rayonnant ou un panneau à convection ou même un fluide caloporteur ou un panneau à inertie sèche, ce sont des matériels, vous consommez 1 kW, vous restituez 1 kW. Aujourd'hui, une pompe à chaleur, lorsqu'elle consomme 1 kW, elle restitue 4,5 kW. Donc, vous voyez que le ratio est très intéressant. Pour autant, son impact n'est pas neutre, puisqu'une pompe à chaleur, notamment quand elle fait du froid, elle recrache du chaud dans la nature. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer à côté d'un groupe clim en plein été. Il vous fait du froid dedans, mais il fait ressortir la chaleur. Vous passez à côté, vous envoyez de l'air chaud. Donc forcément, ça réchauffe l'atmosphère, etc. Donc, il y a fort à parier qu'un jour ou l'autre, on va nous dire, non, finalement, ce n'est pas forcément la panacée. Donc, on a mis au point des systèmes différents. Et ça, on sera à l'horizon 2040, etc. Donc, on trouvera les solutions. Donc, tout ça pour dire, en résumé, que pour les gens qui vivent en montagne, il y a des solutions et on peut avoir de très bonnes notes, à condition, bien évidemment, d'isoler, d'avoir de bonnes huisseries, etc. et de mettre en œuvre les bons systèmes et on arrive à avoir de très bons DPE. Oui, sans problème. Question Voilà suivante. pour cette question. Est-ce que le schéma chronologique sera aussi respecté dans les autres pays européens? Merci de m'avoir posé cette question. J'aimerais tant être entendu à ce sujet-là. Alors, pour info, l'Espagne est en train de s'y mettre très fort. L'Italie emboîte le pas. J'ai envie de vous dire que l'Allemagne a un train d'avance par rapport à nous. Alors, ils ont des couacs après, hein, parce que ils ont quand même, à un moment donné, réouvert des centrales à charbon, ce qui écologiquement est tout à fait moyen. Mais d'un point de vue des bâtiments, par contre, à titre d'info, en ce qui concerne la perméabilité à l'air, donc vous le savez, qui est une obligation depuis la RT 2012, à titre d'exemple, pour nous en France, depuis 2012, enfin depuis 2013 plus précisément, l'exigence de perméabilité, c'est 0,60 mètres cubes par heure et par mètre carré. Ça ne va pas vous parler beaucoup. Il faut juste que vous ayez à l'esprit qu'au plus ce chiffre est faible, au plus votre bâtiment est étanche. L'exigence, au même moment, donc 1er janvier 2013, pendant que nous, on était à 0,60, les Allemands exigeaient 0,15, soit 4 fois moins que nous. Donc, vous voyez qu'ils ont un train d'avance. Les Allemands ont un train d'avance sur les panneaux photovoltaïques. Les Allemands ont un train d'avance sur des systèmes. Il y a beaucoup de systèmes qui sont en train d'arriver d'Allemagne, notamment en ce qui concerne des
des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques très, très performants. C'est en train d'arriver en Allemagne, ou en tout cas, ils sont en train d'y travailler très fort, et c'est sur le point d'arriver. Donc, voilà pour l'Allemagne. Les autres pays d'Europe, ben, ça dépend un petit peu où ils sont situés, parce que ben, on a certains pays qui font partie de l'Europe et qui sont relativement peu émetteurs, enfin, consommateurs d'énergie primaire et émetteurs de gaz à effet de serre, liés au bâtiment, j'entends. Après, ils le sont sur plein d'autres choses. Ben, tout simplement parce qu'ils ont des températures qui sont confortables été comme hiver, donc ils sont beaucoup moins énergivores que nous. Mais voilà, il n'y a pas encore vraiment d'unité. Il y a des exigences dans tous les pays, mais elles ne sont pas forcément égales, du fait effectivement ben, qu'on ne vit pas ni à la même latitude ni à la même longitude. Donc, il y a des exigences qui sont affinées en fonction des pays. Mais l'effort est européen, oui, parce qu'en réalité, il est même au-delà de l'Europe, il est supposé être planétaire. Puisque là, juste pour info ou pour mémoire, pour ceux qui le savent déjà ou qui l'ont déjà attendu, ce qu'on est en train de mettre en place, ce que la France est en train de mettre en place, ce que l'Europe est en train de mettre en place, ne fait que répondre aux accords de Kyoto qui, pour mémoire, datent de 1997. Donc, il y a 25 ans qu'on a bien conscience que le facteur 4 est indispensable et qu'il faut qu'on réduise de façon drastique nos consommations et nos productions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, en résumé, en substance, pour répondre à cette question, oui, l'effort est européen, mais pas forcément au même niveau pour les raisons que je viens de vous citer. Question suivante. Un DPE encore valide, réalisé avant 2021, est-ce que l'on doit le refaire? C'est une excellente question et merci à celui qui l'a posée ou à celle qui l'a posée de l'avoir posée. Alors, là-dessus, j'ai fait enlever et peut-être à tort. Non, je n'ai pas fait enlever. Donc, je vous fais juste un petit comeback sur quelques slides d'avant et vous avez ici en bas à gauche les durées de validité. Je vais vous développer ça. En substance, tous les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 s'arrêteront au 31 décembre 2022. D'accord? Tout simplement, pourquoi ça? Alors, effectivement, comme vous l'aurez noté, le législateur a fait en sorte, enfin, n'a pas fait en sorte, mais en tout cas, une des conséquences de cette décision-là, c'est que nous, professionnels, avons menti à nos clients lorsqu'on a fait des DPE en 2017 et qu'on leur a dit « détendez-vous, vous êtes tranquille jusqu'en 2027 », ben c'est faux. Puisque le législateur, entre-temps, a fait un rétropédalage, un effet rétroactif, et bornera la validité de ces DPE-là au 31 décembre 2022. Pour ceux qui ont été réalisés à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 30 juin 2021, leur durée de validité s'arrêtera au 31 décembre 2024. Alors, pourquoi ces dates-là? Ben, tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas forcément retenu, à compter de cette période-là, donc du 1er janvier 2018, les coûts d'énergie étaient indexés au 1er janvier 2018. Donc là, on a des DPE qui sont un petit peu plus cohérents avec le nouveau modèle. Là, clairement, lorsqu'on est sur l'ancienne mouture, lorsqu'on avait des valeurs énergétiques, accrochez-vous bien, qui étaient celles de août 2011. Donc, autant vous dire qu'entre août 2011 et décembre 2017, le prix de l'énergie a quand même très sensiblement été modifié. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le législateur a dit on arrête tout et tant pis, on fera refaire, enfin, les gens feront refaire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne les dates de validité. Aujourd'hui, clairement, et depuis le 1er juillet 2022, on est reparti sur une durée de validité de 10 ans de date à date. Maintenant, nous, on précise toujours à nos clients 10 ans jusqu'à ce que le législateur veuille changer et veuille un petit peu bouger les règles du jeu. Mais ça, je ne le maîtrise pas. Est-ce qu'en 2026, il y aura une nouvelle échelle de calcul? J'en sais rien. En 2025, en 2027, là, pour l'instant, j'en sais rien. Toujours est-il que réglementairement, aujourd'hui, et depuis le 1er juillet 2022, on est reparti sur une durée de validité de 10 ans théorique. Je voulais juste vous apporter un petit bémol sur un cas de figure peut-être auquel vous avez déjà été confronté, c'est le célèbre DPE vierge, puisque vous l'aurez compris, jusqu'au 30 juin 2021, lorsqu'on était en présence d'un bien construit avant le 1er janvier 1948, la seule méthode retenue était ce qu'on appelait à l'époque un DPE sur facture,
Donc, lorsqu'on arrivait à collecter les factures de consommation d'un bien, ben, on faisait tant bien que mal un DPE qui, 9 fois sur 10, ne voulait strictement rien dire parce que quelquefois, ben, mamie, elle chauffe juste la cuisine et la salle de bain alors que sa maison fait 300 mètres carrés. Ou à contrario, vous avez des gens qui sont super énergivores dans leur mode de consommation. Donc, on avait des DPE qui étaient très incohérents. Depuis lors, la méthode facture, je vous le rappelle, n'existe plus. Aujourd'hui, on modélise tous les biens, peu importe qu'ils aient été construits en 1700 ou en 2017, on les modélise de la même façon. Okay, ce qui veut dire que un point d'achoppement, c'est que antérieurement au 30 juin 2021, on a pu vous rendre des DPE vierges en l'absence de facture. On rendait des DPE vierges. Vous en avez tous eu entre les mains, mais parce qu'on n'arrivait pas à mettre la main, soit parce que le bien était inoccupé depuis trop longtemps, soit parce que le locataire était parti à la cloche de bois, soit parce qu'une raison X ou Y, bon bref, on n'arrivait pas à avoir les factures, donc on rendait un DPE vierge. Réglementairement, aucun texte ne s'oppose à ce que ce DPE vierge soit valable jusqu'au 31 décembre 2024. Sauf que, pour ne pas prendre de risques, et quelque part, je trouve qu'ils ont raison, les notaires, si vous avez eu ce cas de figure, dans l'essentiel des cas, en tout cas en ce qui nous concerne nous, dans tous les cas de figure, les notaires ont exigé à ce qu'on retourne sur site et qu'on fasse un DPE modèle 21. Donc, on a été amené à retourner sur le terrain, sur d'anciens dossiers, pour refaire des choses comme ça. Réglementairement, encore une fois, je vous le dis, il n'y a aucun texte, ou en tout cas, je serais passé à travers, ce qui est possible, mais je ne crois pas, qui oblige, mais les notaires ne prennent pas le risque. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous avez encore des mandats où les DPE sont vierges sur des biens non vendus, je vous invite à solliciter l'intervenant, le diagnostiqueur qui a fait le DPE vierge et à le faire réintervenir pour qu'il vous fasse un vrai DPE modèle 21. Voilà pour ça. Après, il y Je avait une pense question avoir à peu près répondu. complémentaire. Pour les résidences principales, les propriétaires ne sont pas obligés de faire les travaux. Alors, pour les résidences principales, ben, ça va dépendre. Si tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu la gardes, tu fais comme tu veux. Il y aura de toute façon mise en place d'autres, les choses vont bouger, là aussi les lignes vont bouger. Le C2E, ma prime rénov, les primes de l'ANA, etc., vont être modifiées et le législateur va prendre de plus en plus de mesures d'incitation pour que le particulier fasse rénover son propre bien. En ce qui concerne l'achat, et je pense que c'était ça la question posée, au mois d'octobre 2022, Jonathan achète une maison qui est une passoire. Est-ce qu'il sera obligé de faire les travaux? Eh ben, si c'est une passoire qu'il veut louer, il sera bien obligé de faire les travaux parce que de toute façon, s'il ne les fait pas, eh ben, il ne pourra pas louer. Donc la messe sera dite à partir, si on est en FFG, je vous rappelle que on ne pourra plus louer à partir du 1er janvier 2023. Donc, ça va aller très vite. Donc, dans ce cas-là, Jonathan n'aura pas le choix que de faire les travaux s'il veut louer son bien. Ensuite, pour celui qui achète et qui veut habiter le bien, il y aura de très grosses incitations. Alors, je m'avance peut-être un petit peu, mais auprès de la DHUP, on a entendu dire qu'il était possible qu'un jour, il y ait même des espèces d'amendes pour les propriétaires un peu irresponsables qui continueraient à occuper un bien énergivore. Il y aurait des espèces d'amendes ou en tout cas de sanctions financières qui feraient qu'au-delà de payer de grosses factures pour se chauffer, ils se verraient en plus opposer des peines d'amende. Donc je pense qu'à terme, lorsque le législateur aura mis en face de ça une incitation via des aides, tout le monde passera par la rénovation énergétique, ce qui est au-delà d'être un confort pour le portefeuille et pour la qualité de vie, c'est aussi un geste citoyen pour la planète et pour nos enfants. Voilà. Question suivante. Concernant le système de chauffage d'un bien, pour certaines régions de France, une pompe à chaleur sans être combinée avec du chauffage par le sol ne suffit pas. Que faut-il prévoir dans ce cas-là pour obtenir une meilleure note? Alors, je pense que la personne voulait parler typiquement des biens qui sont dans des zones extrêmement froides. Eh bien, on va peut-être remettre en place ce que vous avez déjà peut-être pour certains d'entre vous dans vos régions. En tout cas, nous, ici, dans le sud-est, on en voit de plus en plus. Ce qui
Ce qui pour moi est une hérésie d'un point de vue technique, mais je prendrai 30 secondes pour vous en parler après. Mais c'est ce que, à ce jour, le législateur considère comme étant une énergie renouvelable, c'est tout ce qui est poêle à peler, poêle à granulés, quoi, en gros, et poêle à bois. On va peut-être remettre en circuit et développer encore plus ce type de système de chauffage, notamment dans les zones de montagne où ils nous ont globalement pas attendus, hein, parce que lorsque vous allez dans un chalet en Savoie ou en Haute-Savoie ou dans les Vosges ou peu importe, les chauffages à bois ou les chauffages à granulés, ils en ont déjà remis en place un très grand nombre. Donc voilà probablement ce qui va permettre la relève des pompes à chaleur qui vont saturer si un épisode de froid intense venait à survenir. Je ne sais pas si c'était vraiment le fond de la question, mais comme je ne vois pas les commentaires, juste que la personne dise, la personne qui a posé la question me dise si c'est à ça qu'elle voulait aboutir ou si je suis à côté de la plaque. J'ai l'impression que tu as bien répondu. Concernant la location, la loi ne concerne que la location à l'année? Alors, est-ce que c'est Oui, oui, c'est oui, la location pour l'année, oui. oui, 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 oui. Tout ce qui est location saisonnière pour les locations inférieures à 3 mois consécutifs, hein, entendons-nous bien. Donc, tout ce qui est Airbnb, évidemment, n'est pas concerné, mais tout ce qui est location inférieure à 3 mois ne sera pas concerné par cette disposition-là, effectivement. Alors, le Airbnb, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ni plus ni moins que de la location d'un hôtel, hein. Le Airbnb, vous louez une prestation, une maison, un studio, une chambre, peu importe. Le prix du chauffage et de l'eau chaude sont compris dans le prix de votre location. Donc globalement, vous vous en moquez un petit peu de savoir si le bien est une passoire ou pas. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dedans. Dans l'immédiat, ces propriétaires-là ne sont pas concernés. Il y a fort à parier que là aussi, les lignes vont bouger parce que on ne peut pas légitimement accepter que quelqu'un, sous prétexte qu'il ne loue que ponctuellement, puisse continuer à avoir une passoire énergétique sur du long terme. Ça, c'est pas envisageable. Donc, dans l'immédiat, l'urgence n'a pas été traitée pour eux, mais il y a fort à parier que dans les années à venir, là aussi, les lignes vont bouger. Voilà. Ah, On parle bien de location inférieure à 3 mois. d'accord. Du coup, il y a Nathalie qui a répondu à la question précédente. Elle parle de l'Alsace. Beaucoup de ces propriétaires qui vendent avec ce système de chauffage disent clairement qu'ils ont combiné ce système de chauffage avec un poêle à plets. Oui, appelé, voilà, exactement. Un poêle appelé, un poêle à granulés, on parle bien de la même chose. Oui, oui, bien sûr, c'est vraiment la combinaison idéale. Alors, ouais, juste, je prends 30 secondes parce que, à mon sens et d'un point de vue technique, le législateur a considéré que les poêles à pelés et les poêles à bûches, les poêles à bois étaient des solutions green, quoi, ce qu'on appelle l'effet green là en ce moment. Je partage pas tout à fait cet avis parce que, même si le bois effectivement pousse de façon naturelle, eh bien, il faut savoir que ça contribue quand même à une forme de déforestation, donc ça, c'est le premier point et que d'autre part, surtout pour pas trop déforester notre forêt française, on fait très très souvent venir ce bois, notamment d'Europe de l'Est, notamment de Roumanie, entre autres, enfin de ces pays-là où effectivement, la main-d'œuvre n'est pas chère, le bois est abondant, sauf que le bois, une fois qu'il est coupé en Roumanie ou peu importe dans un pays quelconque de l'Est, ben, il ne vient pas à pied, quoi. Donc, il y a de la transformation qui est opérée. La transformation, ça demande de l'énergie. Ensuite, il y a du transport qui est opéré. Ensuite, il y a de la livraison qui est opérée. Donc, c'est bien, mais je pense que la vision est très parcellaire de dire je mets une bûche de bois et c'est propre parce que c'est complètement recyclable. Alors oui, ok, sauf que pour arriver dans ta cheminée, il aura juste parcouru 2500 km ou 3000 km, il aura été transformé, il aura été. Bon, voilà. Donc je suis un peu plus prudent là-dessus. Dans l'immédiat, c'est considéré en tant que tel. On verra ensuite ce que ça donne dans l'avenir. Là aussi, les poêles à bois et les poêles à pelés font beaucoup de progrès en termes de filtration des particules. Donc là, il y a aussi des choses qui sont à l'état d'étude et presque prêtes sur le marché, mais on aura du filtre sur ces poêles-là qui seront quand même beaucoup, beaucoup mieux que la simple cheminée, bien évidemment, qui recrache tout dans l'atmosphère.
Alors, question. Voilà le petit point sur… Mais vas-y, continue avec les questions s'il y a, Ouais, s'il y a d'autres. c'est en train de défiler là, c'est pour ça. Oula, Euh, oula, oula, pas trop, hein. tu es submergé de questions. Oh là là, Ça oh là là. concerne les maisons où l'on va signer les actes authentiques en septembre, l'audit, ou pour celles qui ne sont pas encore sous compromis au 1er septembre? Excellente question, et ça, c'est un caillou dans la godasse pour moi. Ce que dit la règle aujourd'hui, c'est que à compter du 1er septembre, un DPE qui fera ressortir une passoire énergétique aura l'obligation d'y adjoindre un audit. Aujourd'hui, réglementairement, rien n'impose un DPE qui aurait été fait le 31 août, je grossis volontairement le trait, un DPE fait le 31 août n'obligera pas a priori, et je dis bien a priori avec toute la prudence, le vendeur à faire réaliser un audit. Ça m'étonne beaucoup, et je vous dis a priori parce que dans les textes aujourd'hui, rien ne nous dit le contraire. Néanmoins, je pense que pour se protéger et pour protéger les acquéreurs, c'est une demande qui sera faite par les notaires, à mon avis. Au même titre qu'ils demandent que les DPE vierges soient refaits, je pense que par protection du consommateur, le consommateur dans tout ça étant l'acquéreur du bien, pour protéger son acquéreur, le notaire va exiger qu'un audit énergétique soit fait. Mais ça n'engage que moi, c'est une vision que j'ai et je le sens venir comme ça. On verra. Réglementairement, non. Dans les faits, je pense que ça sera effectivement le cas. Donc, si vous avez des passoires énergétiques à vendre, actez et faites les actes définitifs avant le 31 août autant que possible. Sinon, ça va être plus compliqué après. Voilà ce que je peux vous en dire. Très bien. Les maisons que l'on a en vente et qui sont en F et G, il faudra faire un audit en septembre. Ben, je viens de répondre du coup. Ouais. Je viens de répondre réglementairement à ce jour, non, mais il y a fort à parier que les notaires vont s'inquiéter de ça et vont faire réaliser des audits pour couvrir leurs acquéreurs, pour protéger les acquéreurs. Bonjour, c'est moi. Bonjour, c'est moi Bonjour qui ai Johanna. posé les deux mêmes questions. Bonjour. Puisque moi j'ai 4-5 signatures en septembre, ça va être vers le 20, donc pas pas le 31 août, ça va pas être possible. Bon, toutes ne sont pas concernées en FG, mais du coup, voilà, s'il faut refaire un audit pour un truc qui est déjà signé en compromis et qui est déjà quasiment vendu en septembre, c'est un peu, ça fait une charge en plus pour le vendeur, quoi. Et du Clairement. coup, est-ce que l'acquéreur pourra pas se rétracter ou autre? Enfin, ça va engendrer des choses. Les maisons qu'on a à la vente qui sont pas vendues, qui sont pas sous offre ni compromis, bon bah voilà, au 1er septembre, il faudra faire un audit, je l'entends. Mais les maisons qui sont déjà signées sous compromis, c'est un peu ballot de devoir refaire ça au risque de faire capoter une vente, quoi. C'est un peu. Au même titre qu'il est complètement ballot de nous faire refaire des DPE ancienne version des DPE Mais factures, oui. alors que réglementairement, ils sont parfaitement recevables. Mais hélas, on n'en est pas à un coup d'essai sur des choses complètement idiotes qui nous sont imposées. Je partage complètement cet avis. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rapprocher du notaire qui va acter et de savoir, lui, quelle est sa position. Puisque au final, vous le savez comme moi, hein, le grand ordonnateur dans tout ça, ça reste le notaire. C'est lui qui prend la décision. Ils ont conscience et on communique auprès des chambres des notaires, etc., pour les informer. Bon, ils sont très bien informés, bien évidemment, ils ont une veille juridique, etc. Mais pour les informer de toutes ces évolutions-là et de la vision que nous avons à court terme maintenant, hein, puisque là, on parle dans 2 mois. 2 mois, le temps d'aller à la plage et de revenir, on sera en septembre. Donc, ça va aller très vite. Mais rapprochez-vous, moi ce que je vous invite à faire pour ceux qui sont dans ce cadre-là, rapprochez-vous des notaires qui vont acter, demandez-leur leurs sentiments pour que vous soyez prêts très rapidement à partir de début septembre à faire de nouveaux appels à celui qui a fait le DPE, à celui ou à celle qui a fait le DPE pour faire pratiquer l'audit. Alors attention, après dans les diagnostiqueurs, tous ne vont pas faire de l'audit, hein. Ouais, c'est ça. Puis le coût.
J'ai pas de réponse en fait, parce qu'aujourd'hui, le marché est complètement naissant. On sait qu'un audit incitatif, donc l'audit ancienne version, celui qui va servir à aller décrocher les aides, c'est autour de 900 € pour une maison jusqu'à 130, 150 mètres carrés, c'est autour de 900 € hors taxe. L'audit réglementaire ou obligatoire sera moins cher que ça, bien évidemment, mais aujourd'hui, mais attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire, on le valorise autour de 400 €. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mais ça reste à affiner. C'est vraiment une première estimation des prix marché, mais j'ai pas du tout de certitude, et ce que je vous annonce là, je vous l'écrirai pas, quoi. Voilà. Le marché devrait se positionner autour de ça. Alors, il y en a qui vont tenter leur chance à 700 €, il y en a qui vont tenter leur chance à 200 € et qui vont vite comprendre que ce n'est pas viable pour eux, donc ils se repositionneront. C'est pour ça que nous, on a fait une étude de marché de temps passé, on a fait des audits blancs, etc. Et on sait que par rapport au temps passé et au travail de recherche que ça nécessite, le vrai prix devrait se situer autour de 400 €. Mais oui, clairement, je confirme, ça sera une charge supplémentaire opposé aux vendeurs. Donc la crainte, c'est pas tant que il y a deux craintes, quoi, en réalité. C'est oui, effectivement, le vendeur va un petit peu grincer des dents quand on va lui dire, mais monsieur, il faut remettre 400 € sur la table si vous voulez que je signe votre bien, parce que sinon, ben, l'acquéreur ne signera pas. Et si le vendeur ne veut pas faire, là, par contre, la vraie crainte qu'on peut avoir, c'est que l'acquéreur se rétracte. Ça, oui, pour le coup, la crainte est complètement justifiée. Je partage cette vision-là, Johanna. Oui. Voilà. Oui, Merci. ça fait une contrainte financière en plus et Oui. Oui. des risques de mauvaises surprises en plus, quoi. Et clairement, des risques de mauvaises surprises en plus, complètement. Alors, je vous l'avais dit, je crois qu'on avait abordé déjà à la dernière visio un sujet. Alors, je ne sais pas si vous, sur le terrain, vous vous en êtes rendu compte, mais clairement, vous allez être, ou vous êtes déjà sur une recrudescence de transactions de biens qui sont des passoires énergétiques, et notamment les biens en location, parce que certains bailleurs ont conscience d'avoir des biens qui sont des passoires, n'ont pas forcément ni l'envie, ni les moyens, ni peu importe quoi, en tout cas ne veulent plus supporter ce genre de choses, et on va se retrouver avec un marché locatif de biens passoires, et je pense que vous allez prendre un peu la vague vous aussi sur cette typicité-là, oui, je le pense. En tout cas, il y aura un nombre, à mon avis, plus important de passoires qui vont arriver sur le marché. Il y Voilà. a Nathalie On qui a... parle, on parle en maison individuelle ou en monopropriété, hein, par contre, dans l'immédiat. Hein. Alors, il y a Nathalie qui a une question complémentaire concernant les aides. Lorsqu'elle a demandé un devis pour le changement des menuiseries, l'entreprise RGE, donc Oui, reconnue garante de l'environnement, était bien plus chère que la seconde qui ne l'était pas. Plus du double entre les deux. Et lorsqu'elle a oui. demandé des aides pour les isolations, combles et caves, on lui a proposé 400 € d'aide, car oui, c'est Oui. soumis au barème fiscal, déclaration annuelle. Mm. Je ne vois pas Mm. comment les propriétaires pourront faire autant de travaux. Je suis OK. Je suis OK là-dessus. Effectivement, en fonction de la tranche d'imposition, on ne va pas se mentir, les aides, notamment de ma prime rénov, sont très faibles. Nous, on a même fait des audits sur des gens qui nous ont dit, mais moi, je m'en fous de l'aide. En fait, c'est pas ça que je vais chercher, je m'en moque complètement. Ce que je veux, c'est qu'on me dise précisément ce dont j'ai besoin pour rendre mon enveloppe confortable et mes systèmes confortables. Il y a plein de gens, lorsqu'on se cantonne sur ma prime rénov. Hein. Après, il y a d'autres aides qui sont d'ores et déjà plus ou moins mises en place via l'ANA. L'ANA, pour ceux qui savent, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc là, c'est un organisme d'État, bien évidemment. Où là, on aura des aides, on aura des prises en charge qui seront beaucoup moins soumises au niveau de revenus. Voilà. Mais c'est clair que je pense que là-dessus, la fiscalité et le législateur
ont encore un petit peu de pain sur la planche s'ils veulent inciter réellement tout le monde et faire en sorte que les objectifs qu'ils se sont fixés et donc qu'ils nous ont fixés par effet ricochet soient atteints à l'horizon 2034 et a fortiori 2050. Oui, parce que c'est pas en donnant 400 € à quelqu'un lorsque le bouquet de travaux représente 30 ou 40 000 € sur une maison qu'on va réellement le faire rêver. Je partage complètement cette vision-là. C'est pour ça que, pour l'instant, il n'y a pas de pour le propriétaire qui restera propriétaire et qui veut occuper son bien, il n'y a pas réellement d'obligation tant que toutes ces aides-là, et je parle d'aides significatives, ne seront pas mises en place. C'est ma vision, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais bon, j'ai un tout petit peu l'habitude de voir comment il fonctionne et un petit peu de recul sur mon métier pour voir que chaque fois, ça s'est passé comme ça. Donc, je ne vois pas très bien comment il pourrait se dispenser de ce mode de fonctionnement-là. Alors, le coût de l'audit et la durée, on l'a vu, hein. Alors, le coût de l'audit, en ce qui concerne l'audit obligatoire ou réglementaire, le coût très estimé, c'est une fourchette très très large, ça sera autour de 400 € hors taxe. A priori, le marché devrait se positionner autour de ça. Et pour l'audit incitatif, donc l'audit pour aller décrocher de l'aide, on sera plutôt autour de 900 €. Je parle sur une maison moyenne de 100-120 mètres carrés. Et si la copropriété refuse les travaux? La copropriété, c'est un autre cas de figure. Réglementairement, vous avez bien compris que dans un premier temps, l'obligation, elle est faite aux maisons individuelles ou aux immeubles collectifs en monopropriété. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que réglementairement, en théorie, depuis de mémoire, mais j'ai la mémoire qui est un peu défaillante, je crois depuis 2020, normalement, toutes les copropriétés sont supposées avoir fait un DPE à l'immeuble. D'accord? Et à partir de là, le législateur leur laisse un petit peu de temps parce que, bien évidemment, comme d'habitude, plein de copropriétés n'ont pas répondu favorablement à cette exigence-là. Donc ça, c'est un grand classique. Mais à laisser un petit peu de mou pour les copropriétés. Alors, ce qui pour moi est une hérésie d'un point de vue thermique pur, puisqu'en fait, un bâtiment, c'est pas parce qu'il est collectif qu'il va être moins dépératif qu'une maison individuelle, bien évidemment. Quoique dans son ensemble, et du fait de la proximité des logements et du fait de beaucoup de mitoyenneté entre les logements, il y a moins de déperdition globalement, rapporté au mètre carré, j'entends. Mais pour autant, l'obligation leur sera faite, donc typiquement à partir du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les grosses copropriétés qui ont plus de 200 lots, ils auront l'obligation de faire réaliser un audit, d'accord? Ensuite, pour les copros de mémoire, entre 50 et 200 lots, ça sera 1er janvier 2025. Et pour les petites copros inférieures à 50 lots, ça sera 1er janvier 2026. Donc l'audit pour ces logements-là est un petit peu décalé dans le temps. Ben, tout ça pour laisser, encore une fois, vous l'avez bien compris, hein, vous qui avez contact avec des copropriétaires qui sont vendeurs, l'inertie n'est pas du tout la même quand on gère une copro que quand on gère une maison individuelle. Donc déjà, il faut qu'ils fassent réaliser le DPE à l'immeuble, obligation en théorie depuis 2020. Et ensuite, il faut que soit voté en AG le budget pour faire un audit à l'immeuble, etc., etc. Donc il y a évidemment beaucoup plus d'inertie. Et bien voilà. Je pense avoir répondu à peu près à la question, j'imagine. Et si tel n'est pas le cas, si j'ai été à côté, vous me faites savoir que... En tout cas, il n'y a plus de questions pour le moment. Voilà. OK. Donc, du coup, je ne sais plus où on en était. Je pense que ça, le scénario, on l'a Je pense vu. qu'à mon avis, avec toutes les questions qu'il y a eu, on a dû pas mal avancer sur le programme, je pense. Ouais, on a pas mal avancé. Alors, on a pas mal avancé. Du coup, il me reste 2 slides. Donc, ça va aller très vite. Alors, l'idée, dans un premier temps, alors, il y aura des dérogations, oui. J'ai oublié de vous préciser une petite chose. Il y aura des dérogations, bien évidemment, qui seront mises en place, qui sont d'ores et déjà mises en place. C'est par exemple lorsque les travaux de
énergétique représente plus de 50% de la valeur marchande d'un bien. Alors, cette disposition-là, elle est techniquement, elle est entendable, on peut la comprendre, mais d'un point de vue purement économique, ça risque d'être très compliqué. Parce que si vous prenez une maison, je vais vous dire n'importe quoi, hein, sur Bordeaux, par exemple, où l'immobilier est très cher, ou sur Toulouse, où l'immobilier est très cher, ou à Saint-Tropez, ou à je sais pas quoi, dans des endroits où l'immobilier est très cher et où une maison de 100 mètres carrés vaut 600 000 euros, avant d'arriver à 300 000 euros de rénovation énergétique, vous pouvez faire 2-3 travaux. En revanche, lorsque vous êtes dans des zones où l'immobilier est pas cher du tout, et il y a encore en France des endroits où vous avez des maisons de 100 mètres carrés pour 50 000 euros, ou même parfois moins en fonction des zones, une maison à 40 000 euros, si vous voulez la rénover pour moins de 20 000 euros, ça peut être tendu. Donc, c'est bien, il a fallu trancher, il a fallu prendre des mesures, mais quelquefois, économiquement, c'est pas très cohérent, ça. Bon, c'est comme ça, ils ont pris une décision, on fera avec. Donc ça, c'est la première exonération, c'est si les travaux représentent plus de 50% de la valeur marchande du bien. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est évidemment les contraintes liées à la situation géographique du bien. Si vous êtes sur un immeuble classé ou si vous êtes à proximité d'un monument historique ou dans le périmètre des ABF, là, des bâtiments de France, etc., ben, clairement, vous ne pourrez pas mettre une clim extérieure, vous ne pourrez pas mettre de l'isolation par l'extérieur, d'abord parce que vous serez sur des bâtiments en pierre, etc. Il y aura plein de contraintes. Donc, il y aura plein de dérogations possibles à l'obligation. Voilà. Ensuite, il y aura des dérogations, et c'est ce qui est écrit dans cette image-là. S'il n'est pas possible d'atteindre la classe B, le parcours de travaux devra prévoir le traitement optimisé en fonction des contraintes des 6 postes de travaux présentés dans le parcours normal et permettre d'atteindre au minimum la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux, D pour ceux qui étaient F avant travaux et E pour ceux qui étaient G avant travaux. L'idée, c'est que les travaux aient pour finalité, à minima, de monter de 2 classes. Voilà ce que ça veut dire. OK. Là-dessus, je finis juste les slides et ensuite, si vous avez d'autres questions ou des échanges, ben, ça sera avec plaisir, bien évidemment. Donc, la façon pour nous, donc, vous le savez maintenant, hein, nos réseaux sont frères ou sont sœurs ou presque siamois d'ailleurs. Donc, vous avez forcément, ou en tout cas, il y a de très grandes chances pour que sur votre secteur, vous ayez un diagnostiqueur, un cabinet de diag Active Expertise. Donc, bien évidemment, je vous invite à vous rapprocher de l'intervenant local. Et la façon dont notre réseau se prépare à ça, voilà notre cursus. Ça veut dire que on commence, nous, début juillet, d'ici quelques jours, les formations qui sont obligatoires, qui sont des exigences réglementaires, sur l'audit, hein, j'entends. À partir de là, une fois qu'on aura suivi nos formations, eh bien, on aura une attestation de formation qu'on va envoyer auprès de nos organismes certificateurs qui vont nous délivrer une attestation de faisabilité pour nous de l'audit énergétique. Cette attestation sera valable 9 mois. Ben, je vous passe les détails du chemin de croix que ça va être aussi pour nous, rassurez-vous, hein, il n'y a pas que vous qui êtes dans la galère. Au bout de 9 mois, on aura un audit sur nos audits, vous voyez un peu, et à partir de là, on va nous dire c'est OK, on vous prolonge jusqu'au 31, donc 9 mois, ça va nous porter à fin mai, hein. Si on est OK là-dessus, ils vont nous prolonger jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, ils vont nous prolonger pour 7 mois encore. Et au 31 décembre 2023, le législateur s'est engagé à prendre une position de refonte des audits. Donc, l'audit incitatif et l'audit obligatoire, réglementaire, a priori, ne devrait faire plus qu'un à compter du 1er janvier 2024. Là aussi, j'y vais un peu comme sur des œufs parce que il est possible que les règles du jeu puissent changer entre-temps, en fonction de la résonance que vont avoir nos actes sur le marché de l'immobilier, sur la pertinence que l'on va avoir, etc., etc. Voilà.
Notre réseau, bien évidemment, sera assuré en responsabilité civile professionnelle sur ce type d'activité-là, d'audit énergétique, c'est une certitude. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous, le SAD, le service après-diag, ça fait partie de nos fers de lance. Évidemment, la mise à disposition des rapports aux propriétaires et bien sûr la hotline qui nous permet de répondre à toutes les questions en ce qui concerne les résultats, mais également les parcours de travaux à envisager pour l'acquéreur. Voilà. Globalement et schématiquement, de façon très synthétique, la présentation de ce que va devenir les conséquences du nouveau DPE et ce que va devenir l'audit dans 2 mois et 2 jours. Il y a Nadine qui demande si vous intervenez en Île-de-France. Affirmatif. La réponse est oui. Donc, je dois avoir du 94, du 95, du 78, et puis de l'autre côté aussi un petit peu. Donc oui, on peut. Donc, pour reprendre, à compter du 11 septembre pour F et G, on fait un audit en plus du DPE. Du pour 1er septembre. Du 1er septembre, Oui. Jonathan. Je dis 11, c'est le premier. Il y avait marqué 11, je lis bêtement. Le 11 septembre, c'est aussi de triste mémoire, mais pour d'autres raisons. Oui, une petite coquille. Un audit en plus du DPE pour les vendeurs, mais pas d'obligation de faire les travaux pour vendre. Et un audit incitatif pour les acquéreurs qui veulent des aides. Exactement. Tu as tout bien résumé, c'est exactement ça. C'est Johanna qui a bien résumé. Elle est parfaite, Johanna. Voilà. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question parce que demain, je dois signer un compromis. Donc, c'est pour moi. Voilà. Et en fait, dans le premier acte de vente, il n'y a pas eu de cave. Voilà. Pourtant, donc moi, j'achète l'appartement avec la cave. Non, mais c'est pas du ça. Comment? Ah mince. Pardon? Non, il y avait un micro qui était branché, ça y est. Ah oui, d'accord. Donc, c'est Active Expertise on a fait appel à Active Expertise. Du coup, le diag a été fait, sauf pour la cave. On nous a dit que c'est les parties communes et que c'est pas nécessaire. Donc, oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, Voilà. très bien. Donc, je voulais savoir parce qu'on a rappelé le notaire. Le notaire, c'était contradictoire. Hein, c'est lui qui a signé le premier acte de vente, donc entre le premier propriétaire et puis la propriétaire qui est actuellement. Et c'est lui qui va s'occuper de la vente entre le propriétaire actuel et moi. Et donc, voilà, moi, je suis complètement perdue. Je ne sais pas si, on l'a refait, le diagnostic, rien que pour la cave. Donc, c'est Active Expertise qui s'en est occupée. Mais en fait, je ne comprends pas du tout parce que, je ne suis pas très, très, très expérimentée. Donc, j'ai besoin de savoir, est-ce que quand c'est des parties communes, est-ce qu'on doit quand même faire le diagnostic ou pas? Voilà. Alors, parce que moi, je voulais, en tant qu'acheteur, la vendeuse, elle m'a dit qu'il y a une cave, c'était un plus pour moi. Et quand j'ai vu sur le diagnostic qu'il n'y a rien en ce qui concerne la cave, j'étais un petit peu… là, voilà, je me pose des questions quand non, même. c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. Donc, on va remettre le truc dans le bon sens. Est-ce qu'on parle d'une cave privative ou d'une cave commune, qui serait un local à vélo commun? C'est une cave commune. Il y a 3 propriétaires. Alors, si Et c'est une donc, cave commune, ça c'est une partie commune. Si c'est une cave commune, c'est une partie commune, ça n'a pas à faire l'objet du DDT qui sera attaché à cet appartement. Après, il faut se rapporter à l'acte de propriété. Au titre de propriété,
qu'en sa possession le propriétaire actuel, il y a quoi dans la désignation du bien? Est-ce que le bien désigne un appartement de type T3, T4, T5, peu importe, et une cave située en rez-de-chaussée ou en sous-sol, ou bien simplement l'appartement et l'accès à une partie commune qui serait une cave commune ou un garage à vélo? C'est ça la bonne question. Si on est dans le cadre d'une cave commune ou d'un local à vélo commun, ça fait effectivement partie des parties communes. Donc, ça n'a pas à faire l'objet, ça fait l'objet d'un repérage de l'amiante, par exemple, mais qui est annexé ce qu'on appelle un DTA, un dossier technique de l'amiante, qui est celui de la copropriété. D'accord? D'accord. Comme une cage d'escalier, une cage d'ascenseur, de toutes les parties communes, un garage, un parking souterrain, par exemple, etc. Ça peut être une partie commune. D'accord? Donc, si c'est une partie commune, ça n'a pas à être, ça n'a pas à ressortir là-dessus. Si par contre, il est marqué dans le titre de propriété qu'il s'agit d'une cave privative Oui, liée à quand c'est l'appartement. individuel, c'est ça? Ah, c'est une cave individuelle? Non, c'est pas une cave individuelle, c'est une grande, enfin, c'est une petite cave, pas grande cave. C'est une cave pour 3 propriétaires, mais en fait, il y a que 2 propriétaires qui l'utilisent. Voilà. C'est une partie commune. Alors, si c'est à l'accès de 3 propriétaires, c'est de fait une partie commune au sens du règlement de copropriété. D'accord. Dans le cadre d'une copropriété, il y a plusieurs choses. Il y a les parties réellement privatives, d'accord? Les parties privatives, c'est l'intérieur de l'appartement. Il y a des parties communes à jouissance exclusive. Ça peut être, par exemple, très souvent dans les copropriétés, les balcons sont des parties communes à jouissance exclusive de l'occupant du lot. D'accord. OK. Et ensuite, donc une cave est une partie privative à jouissance exclusive. S'il y a une cave pour Zorica, il y a une cave pour Zorica. Il y a qu'elle qui a la clé et elle est chez elle. Si par contre, il y a 3 personnes qui ont la clé, ça devient pour le coup une partie commune Ouais. à 3 personnes, certes, mais c'est une partie commune. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas eu affaire à des caves communes. Donc, je sais que récemment, j'ai signé oui, on a signé un compromis. C'était avec des caves individuelles. Il y a eu aucun souci. Ça a été indiqué pareil, j'ai fait appel à Active Expertise. Il a bien fait. Il a indiqué qu'il y avait la cave et tout ça. Donc, voilà, j'avais un petit peu peur que plus tard, si j'ai envie de le vendre ou Non, si j'ai envie de le il louer, faut, que si ça s'affiche nulle part, voilà, ça peut être non, il faut se remettre dans le titre de propriété et à mon avis, dans le titre de propriété, il y aura une phrase du genre en même temps que le lot numérotant et céder l'accès à une cave commune, Ah commune à oui, 3 d'accord, copropriétaires, etc., etc. d'accord, Mais il y aura d'accord. une phrase du genre Oui, d'accord. et concéder l'accès à une cave Ah commune oui, à 3 d'accord, copropriétaires. Et à partir d'accord. de l'instant où il y aura marqué commun, ben, c'est commun. D'accord, ok. Ah bah c'est gentil OK? de la part d'Active Expertise, même la propriétaire, elle a été vraiment, elle a dit vous étiez tous d'une telle gentillesse, voilà, parce que vous avez quand C'est dans même quel coin refait ça? le. Comment? Dans quelle ville? Dans Ah, quelle c'est ville? dans. Elle ne dirait pas. Je vais pas Non, vous non, dire. mais C'est dans le sud non, ici. c'est Parce dans que le je signe sud. le compromis demain. Non, non, Je mais signe le compromis. c'est pas un souci. Moi, je suis tête de réseau, C'est hein, dans le donc PACA. au contraire, moi, quand mes franchisés font du bon travail, ça me fait plaisir, hein, c'est pas pour le blâmer, au contraire, hein, au Oui, contraire. oui, non, mais j'ai eu plusieurs fois affaire à Active Expertise et vraiment chapeau, hein. Donc, Merci pour ce retour. C'est agréable à entendre. voilà. Merci pour ce retour. Bon. Bah, merci à vous. Allez, bonne Merci soirée. Au beaucoup. revoir. Merci. Alors, comment je fais pour faire. Ah oui, ok. Voilà, Jonathan. Eh bien, nickel, hein, on va en rester là pour aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui commencent à y aller. Puis ça fait beaucoup de théories. On va donc du coup. Alors, tu m'avais envoyé un schéma, Christophe. Je vais le partager dans le chat. Tu sais, c'est ce que tu as montré tout à Oui, l'heure sur le CA, une loi climat et résilience, les dates clés du logement. exactement. Je le Exactement. partage Donc là, tout, c'est OK. je le partage tout de suite. Tac, Voilà, tac. comme ça, ils auront les dates, les dates qui sont importantes et Exactement. C'est les dates clés. les dates clés, comme son nom l'indique.
Alors, je suis en train de chercher le fichier. Le voilà. Il est en train de charger là dans le chat. Il n'y a pas d'autres questions, on va y aller pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour ta disponibilité, Christophe. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça éclairera un petit peu vos lanternes. Et puis voilà, donc juste pour ceux qui ne sont pas trop aguerris encore, ça paraît être une montagne. Des montagnes, on en a avalé. C'est pas grave. Il y aura un peu de houle, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. On va pas se laisser démonter pour autant et on continuera à travailler, nous, de notre côté, et vous continuerez à faire de la transaction. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du boulot pour tout le monde. Il y a Flyers qui est en train de charger là, dans le chat. On est à peu près à la moitié du chargement, ça rame un peu là. C'est un peu lourd. Tu peux arrêter de partager ton écran, s'il te plaît, Christophe, parce que je crois que le partage d'écran, ça prend beaucoup de connexion. Ah, ça, c'est tout à fait possible. Comme ça va peut-être accélérer le chargement. Je vais également arrêter l'enregistrement. Voilà.